c'est qui connaît le Gmelec? Donc là, je vous demande de me répondre avec un oui, un non, peut-être, dans le chat. Alors, je ne vois pas les réponses. Ah si, il y a monsieur Delachat qui connaît, donc ça c'est bien. Bon, je pense que la plupart vous connaissez, mais en même temps, est-ce que vous connaissez parfaitement le Gmelec? Ça, c'est Joël qui pourra quand même donner les éléments. Et deuxième question, donc là, globalement, oui. Deuxième question, qui sait dire précisément ce que c'est qu'un BAX? Ça peut être un peu plus sioux. Non? Bon, c'est déjà plus partagé. On voit bien qu'on a passé un deuxième niveau, là. Joël, peut-être que tu pourrais, donc Joël du Gmelec, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le Gmelec et nous dire, finalement, BAX, c'est quoi? Alors, tu es en mute, il faut que tu remettes le micro. Ah. Je suis un peu trop discipliné, c'est l'habitude des webinaires depuis plus d'1 an maintenant. Bon, c'est un petit moment retape, mais c'est un exercice imposé. Le Gmelec, c'est un syndicat professionnel qui regroupe en gros notamment les manufacturiers des solutions BAX. Alors, du coup, il faut que j'explique ce qu'est une BAX après, mais en gros, c'est les industriels de la filière électronumérique. Alors, des noms qui sont plutôt moins bien connus du grand public, mais certains quand même sont de grands noms comme Schneider Electric, Legrand, Siemens. C'est tout ce que vous retrouvez d'une sortie de centrale fissile, fossile ou renouvelable jusqu'à votre compteur Linky, avec les grands métiers de l'automation et de l'énergie, des réseaux, des bâtiments et du numérique. Si d'aventure vous voulez plus de détails, il y a évidemment un site comme tous les syndicats professionnels. Et je vais juste me focaliser sur ce qu'est une BAX. Donc, j'ai vu dans le chat, donc BAX, c'est un anglicisme comme les industriels les adorent. C'est un acronyme qui veut dire Building Automation and Control System. Alors, l'appréciation des anglicismes par l'industrie, elle est quand même pas, elle vient pas de nulle part parce que c'est un terme qui est normé et qui veut en gros dire dans le langage commun en français, on peut le rapprocher de GTB, donc c'est gestion technique du bâtiment. Donc pour plus de simplicité, on va dire que dans le cadre de ce webinaire, quand on dit GTB ou qu'on dise BAX, on désigne la même chose. Alors c'est intéressant parce que le terme en fait est donc normé. Cette norme a donc été reprise telle quelle par une directive et cette directive-là a été reprise par le droit français dans un décret que nous on appelle le décret BAX. On va pas en parler dans le cadre de ces webinaires parce qu'il s'inscrit, c'est disons une nouvelle obligation pour les collectivités et plus globalement pour le secteur tertiaire, mais c'est une obligation de moyens qui s'inscrit dans l'obligation de résultat du décret tertiaire. Et donc c'est plus intéressant de parler de résultats que de moyens aujourd'hui et on va surtout parler du décret tertiaire. Je vais vous lire en gros ce qu'il y a dans une BAX parce que vu que c'est dans la loi maintenant, c'est quand même assez carré. Donc c'est un système j'ai pris des notes et j'ai imprimé. Hein. C'est pas par cœur. C'est un système d'automatisation de contrôle de bâtiment. C'est un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces équipements techniques de bâtiment. Ça, c'est la théorie. Et après, comme je vous le disais, il y a donc une obligation aujourd'hui qui s'impose au secteur tertiaire. Ces obligations-là, elles sont précisées dans le même texte et elles sont listées sur ce slide-là. Donc, c'est suivre, analyser, optimiser, que le système soit capable de faire, de proposer à l'utilisateur des comparaisons avec des références, la détection des défauts et des pertes de performance, les sujets d'interopérabilité, l'historique, et puis évidemment, comme j'ai pu le dire, gérer les arrêts de maintenance sans que le bâtiment soit inhabitable ou inexploitable. Voilà très rapidement. Alors, encore un peu de technique, mais promis, je m'arrête là ensuite.
Là, vous avez le détail, si vous voulez, disons, du micro bas au macro, disons, de votre bureau jusqu'à la supervision que peut utiliser votre exploitant de bâtiment. Donc, une GTB, une BAX peut gérer plein de choses. Elle peut gérer l'énergie, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui, mais elle gère la sécurité, l'accès au bâtiment, les stores, enfin, tout ce qui est sujet de confort aussi. Et donc, ça, c'est à l'aide de capteurs. Et donc, ces capteurs nourrissent ensuite des systèmes de régulation. Donc, l'humain, on va dire, jusque-là, dans le petit rectangle bleu, n'a pas forcément d'interaction, enfin, n'a pas d'action. Et tout ça se fait automatiquement. Pour un exemple concret, sur l'éclairage, par exemple, vous avez un nuage qui passe ou un orage. L'éclairage, enfin, l'éclairage naturel va baisser, donc la régulation va faire que la LED va moduler vers le haut l'éclairage artificiel. Et puis au-dessus, vous avez le système de pilotage où là, l'homme ou l'humain peut avoir la main et régler selon les retours typiquement, par exemple, des utilisateurs, on va en parler, régler et affiner les systèmes de régulation. Je vais m'arrêter là très rapidement, d'autant que je risque de me faire reprendre par des gens qui sont bien plus techniques que moi autour de la table. Mais c'est pour vous donner une grande idée, on va dire, des éléments techniques dont on va discuter. Ouais, et maintenant, ça serait pas mal que tu nous dises, bah, finalement, retour Pourquoi on a fait terrain, cette étude? pourquoi on a fait l'étude Ouais. et qu'est-ce qu'on constate? Alors l'étude, on est parti d'un constat un tout petit peu provocateur pour nos adhérents, c'est que souvent, ou ouais, parfois ou souvent, on critique à tort ou à raison la technologie. Et c'est vrai que nos adhérents ont l'occasion parfois de recevoir des critiques de la part des systèmes qu'ils ont pu installer ou qui sont disponibles sur le marché. Et ces critiques, elles sont diverses. Alors, on prend l'occasion un petit peu de ce webinaire pour justement essayer de voir dans l'Assemblée quelles sont les critiques que vous avez pu fréquemment entendre. Donc là, je laisse Claire lancer le sondage. Vous avez les questions, enfin, vous les remarques que vous avez sous les yeux. Il y a plein de critiques différentes, donc on va voir ce que ça donne. Si évidemment l'effet Bonaldi, pour ceux qui, pour ceux qui connaissent, Alors moi, j'ai pas vu le sondage, ou alors il faut revenir moi en non arrière. plus. Bonjour, en fait, techniquement, Voilà. Il y a de l'écho. Bon, on a l'effet Bonaldi. Ah là là, ah, le fameux effet Bonaldi. Bon, on y reviendra. Ah, d'accord, donc on sera un peu Euh, plus haut plus tard. Et ouais, puis, on en reviendra plus tard. Euh, bon, toujours est-il qu'en tout cas, il y avait effectivement un certain nombre de critiques qui étaient constatées sur le terrain. Joël, je te laisse reprendre si tu veux, mais des gens qui disaient bah, finalement les GTB, bah, c'est compliqué, il y en a plusieurs types, on les a mis, puis enfin on a abandonné, puis Ça n'a on jamais n'a pas tous. marché. On n'a pas tous le même langage. Les gens qui parlent de GTB, de BAX, de télégestion, d'hypervision, à la limite, on n'est plus tout à fait certain de parler des mêmes choses. Il y en a qui disaient ben ça marchait mais de façon intempestive, du coup on a demandé à la débrancher parce que ça nous gênait, typiquement dans les collèges, ça perturbait les élèves qui n'écoutaient plus le cours, etc., etc. Beaucoup de choses qui avaient trait à de l'exploitation, comment dire, de l'interaction entre ce système qui veut rendre le bâtiment performant et puis les occupants qui vivent dedans ou la compétence des techniciens. Du coup, je reprends la main, en fait, j'ai continué. Si tu peux passer juste sur le slide suivant. Donc, en tout cas, quand on entend tout ça, pour pour un industriel, ça pique un peu et puis ça questionne, quoi. Est-ce que le système qu'on a fait est le bon? Enfin, l'enjeu de l'industriel, c'est de faire un système qui fonctionne, qui se déploie et avec des bénéficiaires qui sont contents du système qu'ils ont déployé, quoi. Avec les retours de terrain qui pouvaient être notés, ben, ça posait des questions sur finalement, comment est-ce qu'on va réussir le décret tertiaire, comment est-ce qu'on va déployer plus massivement ce genre de système et bien tenir compte de ce qui se fait dans la pratique. Donc on est allé
finalement à l'écoute du terrain, rencontrer des collectivités. Alors, on l'a fait sur le cadre de l'application du décret tertiaire pour les acteurs publics sur les parcs publics. Et on allait voir différents types d'acteurs de terrain, que ce soit des métropoles, Nantes Métropole, Toulouse Métropole, des départements avec le Val-de-Marne et les Yvelines, ou et aussi un syndicat d'énergie avec Morbihan Énergie. Et on est aussi allé voir donc des acteurs qui ont déployé des systèmes, qui se posent des questions, qui ont trouvé des bonnes pratiques ou qui sont confrontés à des difficultés d'ores et déjà. Et en face, tout un ensemble d'acteurs plus experts, comme Manasluc, un bureau d'études qui fait de la performance énergétique de bout en bout sur les bâtiments, Eoliac, un exploitant qui fait des contrats de performance énergétique assez intéressants, l'IFPEB, qui est l'Institut français de la performance énergétique du bâtiment, qui fait de l'accompagnement, qui se pose la question comment rendre les bâtiments performants et qui anime des communautés, notamment d'acteurs publics et privés, autour de ces enjeux de performance de bâtiments et de parcs de bâtiments. Et la FNCCR qui a mis en place un programme acté sur la rénovation et la performance globale des bâtiments qui a beaucoup de sens dans le cadre du décret tertiaire. Donc en allant sur le terrain, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se déploie, pourquoi est-ce que les gens le déploient, comment est-ce qu'ils déploient, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça marche pas, et quels sont les freins finalement auxquels pourront être confrontées l'ensemble des collectivités lorsqu'elles vont devoir déployer ces bâtiments, parce que c'est la réglementation qui va les y amener notamment. Et les succès finalement que peuvent percevoir les industriels lorsqu'ils le perçoivent un succès, est-ce que c'est vraiment un succès? On a exploré l'ensemble du cycle de vie d'une BAC, c'est-à-dire depuis l'idée d'en déployer, la phase de déploiement, l'exploitation et les usages associés. Et on en a sorti finalement un ensemble de bonnes pratiques et de points de vigilance. Donc on a fait attention à rencontrer des structures de taille différentes, avec des parcs différents, des métropoles qui gèrent des parcs vraiment conséquents, des départements avec quelques centaines de bâtiments, et puis Morbihan Énergie qui est un syndicat avec 300 collectivités, qui a plutôt une approche sur son propre bâtiment, donc avec un parc réduit, mais avec le souci de répondre à des collectivités qui ont elles aussi des parcs réduits. Alors, on en sort finalement 4 grands points, alors qui seront vraiment la colonne vertébrale des échanges qu'on va avoir autour de 4 grandes thématiques clés sur lesquelles il y a tout un ensemble d'enseignements que je ne vais pas énoncer tout de suite, qu'on retrouvera dans les interviews et sur lesquelles je reviendrai un peu derrière. Le premier, c'était un enjeu autour d'organiser et de coordonner les actions, notamment ayant attrait à tout ce qui est le commissionnement. La prise de conscience qu'il faut s'équiper pour piloter son bâtiment. Ce n'est pas qu'une question de rénovation, de rénovation énergétique des bâtiments. Une fois qu'on l'a déployé, il faut avoir les compétences pour exploiter en performance, et qu'il faut aussi orchestrer la durée, avoir un chef d'orchestre pour arriver à coordonner des actions de différents acteurs qui peuvent être des uns et des autres en silo. Ce qu'on a retrouvé, alors ça c'est les axes qu'on a sortis, mais ce qu'on a bien repéré, et ce qui me semble important de souligner, c'est que dans les différents témoignages qu'on a pu relever, on s'est aperçu que les problématiques auxquelles finalement le déploiement des BACS et leur exploitation, enfin les collectivités dans le déploiement et l'exploitation étaient confrontées, étaient très nombreuses. En fait, il y a des aspects qui ont trait à de la confiance, qui ont trait à la dynamique, à la thématique du numérique, qui vient transformer les façons de faire, transformer les métiers. Il y a des enjeux autour des passages de marché. Comment est-ce qu'on fait dans le cadre d'un marché public? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir le système qui nous convient et qu'on arrivera à maintenir dans la durée? Des questions autour de la gestion des équipes, des compétences, de la mobilisation des acteurs. Donc globalement, c'est des problèmes qui sont d'organisation, de qualité, de processus, de compétences numériques à acquérir et à maintenir, de mobilisation de toutes un ensemble de parties prenantes beaucoup plus large que ce qu'il y avait avant. Historiquement, les acteurs qui gèrent les parcs de bâtiments étaient orientés vers la réponse à des besoins pratiques et pratiques des occupants, alors que là, on change de focale, on se dit c'est performance globale énergétique d'un bâtiment et d'un parc qui devient un point d'entrée de l'exploitation, et de conduite du changement associé au fait qu'il va falloir transformer et la façon de travailler des équipes et leurs compétences et l'interaction avec les occupants.
Donc le détail de tout ce que l'on va vous dire, vous le retrouverez dans les notes de synthèse et dans le rapport, que ce soit tant les témoignages que les éléments clés de synthèse à retenir pour l'instant, les enseignements qu'on aura pu récupérer. Si tu peux changer de slide, s'il te plaît. Alors, je vais accueillir nos intervenants. Donc moi, je ne me suis pas présenté, donc je ne suis pas très poli. Donc moi, je suis Julien Robillard. On va dire que je suis un couteau suisse qui travaille sur les questions de transition énergétique, transition numérique et de biens communs. Donc j'ai eu la chance de faire pas mal d'interviews dans le cadre de cette étude. On a retenu, alors pas de façon arbitraire, mais en tout cas, on aurait pu tous faire intervenir tous les témoignages. Ils étaient tous particulièrement riches. Je reviendrai peut-être à la fin pour vous dire qui a été interviewé. En tout cas, vous le découvrirez dans les recueils de témoignages. Mais aujourd'hui, on va entendre, alors c'est pas dans l'ordre sur le schéma, mais Mathieu Marquez, qui est chef de projet efficacité énergétique dans les Hauts-de-Seine et Yvelines, Monsieur Frédéric Willem, qui est responsable de la mission énergie de Toulouse Métropole, puis Édouard Serreuil, qui est chef de la mission stratégie, innovation et transition énergétique de Morbihan Énergie. Alors, Amaury Chévez, on l'écoutera un petit peu à la fin. Il nous parlera notamment du programme ACTE, de la FITCR et des économes de flux. Alors, Mathieu, je vous demande... Alors, j'aurais besoin que Mathieu soit aussi actif et le micro, parce qu'on va avoir besoin de discuter ensemble. Et Mathieu, si vous avez votre caméra, c'est parfait. Bonjour. Alors, bon, je ne vous vois pas. Bon. Pourtant, je suis bien connecté. C'est pas grave. On va parler en aveugle, mais voilà, c'est parfait. Parfait, je vous vois bien. Oui, alors moi, ce que j'avais envie de revenir sur. Donc, je vous ai interviewé. Lorsqu'on avait discuté, j'avais vu que vous, finalement, vous avez été confronté à la question des BACS, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, depuis une dizaine d'années. Vous avez commencé à faire des tests sur ces systèmes. Et lors de vos premières expériences de déploiement, vous aviez eu des difficultés à sélectionner ces systèmes. Et j'aimerais bien que vous reveniez sur les difficultés que vous aviez rencontrées. Et finalement, pourquoi, compte tenu de ce qui s'est dit, pourquoi avoir un bon commissionnement, c'est essentiel pour vous? Alors, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis chef de projet en efficacité énergétique pour la direction des bâtiments unifiés. Alors moi, je m'occupe principalement du côté Yvelines, enfin essentiellement, pardon. Et nous gérons environ, c'est un parc de 250 bâtiments, dont 114 collèges. Et notre direction est en charge de la construction jusqu'à l'exploitation maintenance. Donc, on s'occupe vraiment des bâtiments sur toutes leurs étapes. Et effectivement, oui, il y a une dizaine d'années, nous avons, lors de la construction d'un bâtiment haute performance, c'est un bâtiment qui a été labellisé HQE, qui était déjà bien au-delà de la réglementation de l'époque. On avait déjà visé la RT 2012, on l'avait anticipé. Et on nous avait fait cette proposition d'intégrer déjà une BACS sur le bâtiment. Alors c'était une proposition de BACS complète qui allait de la gestion du chauffage, des volets roulants, la supervision des consommations, même des postes ascenseurs, ventilation. Enfin, on avait l'ensemble du packaging avec un système de pilotage. Donc on a rencontré effectivement des difficultés alors c'était dès la phase de mise en œuvre. Et notamment du fait de la proposition de notre maître d'œuvre, d'avoir un outil qui viendrait se raccorder à tous les équipements. On a énormément d'équipements sur les bâtiments avec, des produits, marques différentes et différents systèmes, qui remontent les données. Donc il y a déjà beaucoup de difficultés à raccorder tous ces systèmes au centralisateur. Donc, on a eu des problèmes de communication, faire remonter les données, surtout de fiabilisation des données. On s'est rendu compte que les données ne remontaient pas correctement suivant les types de compteurs, surtout pour les compteurs impulsionnels. Et il y avait des problèmes de périodicité. On s'est vite rendu compte qu'on ne s'était pas forcément posé les bonnes questions. On est allé un peu trop loin. On a raccordé beaucoup trop d'éléments à tous les compteurs qui étaient soumis à la réglementation thermique. On a tout fait remonter, mais on ne s'est pas forcément posé les bonnes questions de qui allait piloter le bâtiment. On a tout centralisé sur un ordinateur dans la loge de notre collège, mais qui allait faire le suivi de toutes ces données,
sachant qu'on a un parc quand même de près d'1 million de mètres carrés. Alors, après, on se pose la question, lorsqu'on va raccorder tous les bâtiments, voilà, comment on va piloter ce genre de choses? Qui va intervenir? Et puis, quelle est la pertinence des données? Donc, on avait déjà cette problématique et on a rencontré par la suite une autre problématique, c'est sur l'usage, d'avoir des systèmes pilotés, automatisés avec, des stations météo qui pilotent tout, qui permettent de fermer les volets, de mettre des brises-soleil, de réguler les éclairages ou la ventilation en fonction des températures ou de l'hygrométrie. Ça perturbait énormément les utilisateurs des bâtiments qui rapidement nous ont demandé de couper ou tout simplement, eux, demandaient de shunter le système et de reprendre la main. Donc, on a refait une deuxième expérimentation. On s'est dit: «On va simplifier» et puis on avait toujours les mêmes difficultés de raccordement et d'usage. Donc, et c'est là où alors dès le commissionnement et le travail déjà en équipe est primordial. On n'a pas assez intégré les utilisateurs et les différents interlocuteurs entre, des informaticiens qui savent très bien programmer, mais qui n'ont pas forcément les connaissances du bâtiment, nos agents, qui inversement n'ont pas de connaissances en informatique et on parlait pas le même langage. Donc, on a eu du mal à faire la programmation, à mettre en place les algorithmes, à voir un peu le fonctionnement des utilisateurs et puis on n'avait pas à l'époque, on connaissait pas ce terme de commissionnement. Alors on le faisait indirectement, hein, mais, c'était pas quelque chose, on n'engageait pas un commissionneur donc ça a pris énormément de temps à nos équipes de pouvoir faire, le lien entre tous les systèmes et d'aboutir à quelque chose qui fonctionne bien. Donc, voilà un peu les difficultés qu'on a pu rencontrer Alors au début. effectivement, on voit qu'il y avait des difficultés numériques, des difficultés de préparation finalement du système pour qu'il s'intègre bien dans la vie de vos bâtiments et que ça anticipe aussi au fait que vous avez un enjeu avec les occupants sur l'acceptation des systèmes et l'impact que ça a sur leurs usages. Et alors moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est donc suite aux expérimentations, initialement, vous aviez choisi de ne pas généraliser ce genre de solution. Vous aviez alors une focale vers l'usage des occupants plutôt que sur la performance énergétique. Aujourd'hui, le décret tertiaire arrive. Qu'est-ce que ça change sur votre organisation? Là, l'énergie, l'environnement, déjà est rentré au cœur des préoccupations, hein. On a quand même un parc à gérer, une gestion patrimoniale, un plan de renouvellement des équipements à effectuer, mais là, le fait de remettre l'énergie au cœur de la démarche, bah, ça nous a demandé de nous réorganiser, hein. Ça fait une dizaine d'années on a créé une cellule énergie. On a lié la gestion et la maintenance de nos systèmes de chauffage, ventilation avec, notre équipe qui supervise les consommations. Heu et on a besoin de mobiliser l'ensemble de nos équipes, d'intervenir, de la conception, de la construction d'un bâtiment jusqu'à sa maintenance. Donc ça demande, de l'information, du travail, vraiment en équipe, de mobiliser l'intégralité de nos services, parce que tout le monde est concerné. Donc, on n'a pas le choix déjà c'est de former et d'informer, donc, d'avoir des systèmes qui nous remontent des informations, qui nous permettent d'avoir de la réactivité, pour pouvoir intervenir tout de suite en cas de problème sur un bâtiment. Donc, voilà, on a dû engager toute cette réflexion pour pouvoir, remonter de l'information, quand même, malgré, comme vous disiez, bon, on n'a pas choisi de le généraliser, mais, d'essayer de quand même d'expérimenter d'autres choses, de trouver des solutions, de remontée d'informations pour tout de suite avoir de la réactivité en cas de maintenance pour éviter, l'effet rebond notamment. Lorsque vous construisez un bâtiment, généralement il va fonctionner correctement, les 2 années, suivant sa livraison, mais après derrière, voilà, c'est en permanence où il faut s'organiser et veiller à ce que la performance soit maintenue. Alors, on voit bien qu'on déploie des systèmes qui sont des systèmes avec beaucoup de numérique maintenant. Donc, on parle de systèmes d'information énergétique.
qui inclut les BACS et d'autres outils, qui sont des SI comme les autres. Donc, ça nécessite une compétence numérique. Alors, moi, j'aimerais bien vous entendre parler sur finalement la difficulté d'appréhension que vous avez pu voir du point de vue des agents qui étaient confrontés à ces outils, qui parfois les ont refusés, et comment finalement ils ont accepté. Et de fait, les compétences numériques, qui vous sont nécessaires pour arriver à bien gérer ça, comment est-ce que vous arrivez à les acquérir? Quel levier vous avez pour arriver à les acquérir dans vos équipes ou en mutualisation? Bah, nous avons dû mettre en place des plans de formation et même de créer une structure avec nos propres, alors, entre guillemets, services informatiques, en tout cas programmateurs, dont j'ai fait partie un certain temps, pour pouvoir développer les outils. C'est-à-dire qu'il fallait pouvoir combiner les compétences informatiques et techniques du bâtiment. Ce sont des métiers bien différents, on l'avait vu, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les phases de conception de ce genre de système, on n'avait pas forcément le même langage. Donc là, il faut réussir à faire converger les compétences et faire travailler les gens ensemble. Donc, on a recréé une structure, avec nos propres agents dans notre direction, hein. C'est pas notre direction informatique qui pilote cela. Donc ça nous permet de faire les choix techniques de ce qu'on veut faire remonter comme données et de créer le logiciel qui soit adapté à nos besoins. Il y a également un gros besoin de formation et là, on invite toujours nos exploitants, les entreprises qui travaillent avec nous à former leur personnel. Hem, Ça peut faire peur, et il faut accepter cette transition, ça va prendre du temps, mais on a des agents de maintenance qui arrivent dans un bâtiment, il n'y a plus le système de régulation de base, mais un ordinateur en face d'eux et c'est pas toujours évident pour tout le monde d'utiliser les outils informatiques. Donc ça peut faire peur, on l'a vu à la livraison de bâtiments quand on programmait quand même des formations, mais c'était très, très compliqué, on partait de loin et ça, on peut le comprendre, voilà. C'est une transition à effectuer, et il faut l'accepter et comme je dis, ouais, les besoins de formation sont importants, donc on a accéléré un peu la chose, on demande à ce que tout le monde soit formé. Et on a créé, comme je vous le disais, en interne. Maintenant, on a les compétences internes pour aussi créer les outils qui vont, remonter les données, mais aussi les traiter, en faire des synthèses et des statistiques. Juste pour dire, c'est en interne, c'est directement dans votre équipe ou est-ce que vous avez mutualisé entre les départements? Comment vous avez fait? Alors, c'est d'abord, alors dans les Yvelines, on avait une structure avant même d'être unifié avec, les Hauts-de-Seine. Donc, on avait cette structure informatique de développement d'un big data capable d'aller attaquer n'importe quelle base de données, de remonter des informations. Et cette structure s'est développée. Maintenant, c'est un véritable service qui aussi travaille avec les Hauts-de-Seine maintenant et qui pilote le projet. Donc Donc, c'est intéressant, vous avez en tout cas une forme de mutualisation que vous avez réussi à constituer, pour essayer d'acquérir ce genre de compétences. tout à fait, ouais, ce service maintenant a les compétences Yvelines Hauts-de-Seine. Et alors ce qu'on a vu aussi, c'est que donc on est dans des outils, de performance globale qui ont un impact sur les usages et sur les occupants et leurs usages. Heu, le décret tertiaire, il amène à des objectifs, de résultats, tangibles qui seront mesurés. Donc on n'est plus dans des tableurs Excel, normatifs, mais sur de la performance réelle. Et lorsque la performance enfin la performance n'est pas atteinte, finalement, on va pas se poser la question de qui était responsable ou pas, ce sera juste pas atteint, quoi. Et donc vous m'aviez dit, ben, c'est une mobilisation générale, ce décret tertiaire, c'est une mobilisation générale. Et ce que j'aimerais bien vous entendre, c'est finalement comment s'amorce cette mobilisation générale? Et on voit notamment le rôle des RH qui est, assez particulier chez vous. Alors rôle des RH, ça je pense c'est intéressant d'en discuter et aussi, l'échange que vous avez pu avoir avec les occupants vous avez participé, vous, au défi Cube, organisé par l'IFPEB, et dedans, on ne va pas rentrer dans le détail de ce défi, mais dedans la relation aux occupants a évolué. Et j'aimerais bien vous entendre sur ça, donc les RH et la relation aux occupants. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait tous tendance et ça peut être légitime, à traiter vraiment notre cœur de métier. De notre côté, en bâtiment, pour nous, la performance était vraiment sur le traitement, clos et couvert et équipement. On restait dans notre
corps de métier sans véritablement communiquer. Là, aujourd'hui, le décret tertiaire avec l'analyse de la performance en énergie finale, qui nous demande à regarder tous les postes de consommation, ne va pas impliquer du coup que les travaux de rénovation, même s'ils vont apporter énormément et on peut peut-être atteindre les objectifs. Sur certains sites, les gisements se font rares et là, on a vraiment besoin de mobiliser tout le monde. Alors pour aller chercher des gisements vraiment sur tous les corps d'État, même sur des équipements informatiques ou sur l'usage, on a des demi-pensions, des cuisines, donc il va falloir vraiment mobiliser l'ensemble des équipes et si on ne communique pas, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs, ça va être très, très difficile et même si on peut les atteindre avec, les travaux sur le bâtiment, il y a toujours cet effet rebond et cette maîtrise de la consommation. Donc, il faut s'adapter et il faut vraiment impliquer, l'intégralité. Alors quand je parle de l'intégralité des personnes, hein, ça va être, les services d'exploitation maintenance avec, les gestionnaires dans nos collèges, on travaille avec les gestionnaires de collèges et maintenant avec les professeurs, les élèves, voilà, on mobilise, l'ensemble, les personnes qui travaillent en cuisine. On va essayer aussi de les mobiliser dans le plan d'action, pour pouvoir aller optimiser, essayer de faire un gain de performance qu'on va stabiliser dans le temps. Ça va être très, très important de pouvoir stabiliser les actions. Donc, oui, effectivement, on s'est engagé dans Cube depuis quelques années. On avait vraiment à cœur de développer d'utiliser un outil, qui va nous aider à travailler sur l'usage. Donc là, cet outil nous permet vraiment de travailler, en collaboration avec les établissements, avec les professeurs, avec les élèves aussi. On participe, on les mobilise, on les rencontre, et ça a créé, voilà, une mobilisation générale sur le bâtiment où tout le monde travaille main dans la main. On a tous le même objectif et puis en plus, on contribue, à apporter de la pédagogie, aux élèves et à leur expliquer comment fonctionne le bâtiment. Je crois que ça, l'information est primordiale. Il faut expliquer, aux personnes comment fonctionne le bâtiment, comment il a été conçu, comment on peut le chauffer, le ventiler, l'éclairer, et derrière, du coup, on crée, voilà, une autre vision se crée sur le bâtiment et une autre relation avec les équipes. Que c'est plus maintenant essentiellement, on appelle l'équipe de maintenance quand il y a une panne. Maintenant on peut aussi, communiquer, si on voit que des systèmes fonctionnent anormalement ou des choses ne soient pas bien paramétrées. On n'est plus seulement dans le j'ai chaud, j'ai froid, c'est aussi tiens, les éclairages restent allumés là-bas en permanence ou le chauffage, il fait trop chaud en arrivant le matin. Voilà, c'est, voilà, Ouais. une autre En fait, démarche, une autre communication. ouais, donc on est bien sûr quelque chose en tout cas où les RH ont leur rôle pour arriver à Oui, mobiliser les parties prenantes et sont du coup en dialogue avec le service énergie et les occupants sont aussi partie prenante de la oui, performance énergétique et ne sont pas juste dans du consommateur passif, mais aussi ayant compris certains indicateurs, arrivent eux-mêmes à faire, à être des actif. éléments déclencheurs actifs de correction pour atteindre la performance globale. Alors, Voilà, et d'ailleurs, je oui, suis pas juste, excusez-moi, sur ce volet RH, je suis pas venu dessus, mais juste, vous voyez que pour pouvoir aussi mobiliser l'ensemble des directions du département, c'est, maintenant la RH qui pilote, voilà, on est des éco-référents répartis par direction, où on a vraiment des gens qui prennent le relais et qui, voilà, diffusent, des informations à l'ensemble des occupants. C'est un autre ok. volet, que le concours CUB qui est très important, où là, c'est vraiment piloter ensemble, sur le volet environnemental. Bah, merci beaucoup. Alors, pendant que, avant d'avancer sur le témoignage suivant, je vous propose si vous avez des questions de clarification sur les propos qui ont été tenus, de les mettre dans le chat tout de suite. On prend une minute pour y répondre. Et puis après, on poursuit avec Monsieur Willem. Juste pour être clair, donc c'est question de clarification. On aura un temps à la fin des trois interventions pour aller plus dans d'autres questions, plus d'approfondissement, de débat ou autre. D'accord? Donc, question de clarification. Si vous n'en avez pas, on avance. Sinon, on y répond maintenant. Alors, je ne vois pas de questions venir tout de suite. Donc, si jamais là, je passe et qu'il y en a une qui vous revient, vous la posez, on la récupérera après l'intervention pour l'intervention suivante.
Bon, merci Monsieur Marquez. On va vous couper le micro, c'est déjà fait. Donc, Monsieur Willem. Alors, j'aurais besoin que Bonjour. Monsieur. Bonjour. Ouais, Alors, très bien. Le test micro a marché. le test micro a marché. Bon, moi, je change mes petites fiches de questions. Oui, vous, alors, c'est un contexte différent. Toulouse Métropole, vous avez un parc qui est plus conséquent. Alors, déjà, celui des Yvelines est conséquent. On entend 200, 250 logements. Alors, les problématiques posées ne sont pas liées au décret, mais depuis la digitalisation des bâtiments. Alors, on reparlera de ça tout à l'heure. Donc, en tout cas, vous avez un parc un peu plus conséquent. Vous avez, me semble-t-il, si je me rappelle bien, environ 1500 bâtiments dans votre parc que vous gérez sur la métropole, hein, sachant que vous gérez aussi des bâtiments de la ville-centre et des bâtiments tout autour, en fonction de vos compétences. Vous avez déployé depuis longtemps aussi des systèmes de BACS. Les premiers systèmes de gestion, ça fait, me semble-t-il, 25 ans que vous avez commencé à déployer ce genre de système, des systèmes de télégestion. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre organisation, parce qu'elle est, me semble-t-il, pas mal définie, pas mal rodée. Alors, il y a encore toujours des améliorations possibles, mais néanmoins, est-ce que vous pourriez nous décrire finalement comment est-ce que vous gérez les BACS depuis finalement la phase construction de nouveaux bâtiments ou rénovation, la phase travaux en fait, qui peut être sur l'enveloppe et dans lequel vous intégrez vous des BACS, la construction, la réception et l'exploitation d'un bâtiment. Comment est-ce que vous faites tout à l'heure, je disais, les systèmes d'information énergétique sont des systèmes d'information comme les autres. Et comme les autres, en fait, c'est des systèmes qu'on fait tomber en marche. Maintenant, vous faites pour faire tomber en marche vos systèmes. Bonjour à tous déjà. Et puis pour vous dresser un petit peu le tableau, je vais vous donner un petit peu quelques chiffres et des points de repère de notre organisation. C'est vrai que on a la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, on a un parc assez conséquent, hein, donc c'est plus de 2700 sites. On est aux alentours d'1,3 million, 1,4 million mètres carrés gérés avec une multitude de bâtiments, différentes typologies, puisqu'on gère les bâtiments de la ville-centre, hein, qui est Toulouse, donc toutes les compétences des mairies, les écoles, les crèches, les piscines, les bâtiments administratifs, culturels, etc. Et aussi les bâtiments métropolitains, tout ce qui est de la compétence métropolitaine, j'entends le développement économique, la gestion des routes, etc. Donc tout ça aussi, c'est de l'infrastructure bâtimentaire avec différentes typologies. Ce parc de bâtiments, voilà, on est aux alentours de 3400, 3500 compteurs de flux. Nous, on gère la mission énergie au sein de la direction de l'immobilier et des bâtiments. Nous occupons de la thématique énergétique uniquement, hein, du bâtiment et non pas de l'espace public. On va pas s'occuper de l'éclairage public et autres. Ce qui déjà est une sacrée activité, puisqu'on a vu dans le témoignage précédent que dans le monde du bâtiment, il y a beaucoup d'acteurs et donc il y a beaucoup d'interactions et beaucoup de sources d'erreurs possibles. Voilà, donc ça rejoint un petit peu finalement la question qui est posée. Comment on fait pour faire tomber tout ça en marche? Du coup, c'est énormément de coordination dans l'ensemble des services et des intervenants. Dans notre organisation, nous avons une direction de la construction des bâtiments publics qui est différente de la direction de l'immobilier, hein, dans lequel nous avons un service exploitation, et nous avons aussi un service qui est un petit peu à part, qui est GTEB, gestion technique et énergétique des bâtiments, et encore un autre service qui est nous-mêmes, la mission énergie. Donc voilà, tout ça, ça demande effectivement un pilotage et une très très bonne coordination entre tous les services sur tous les sujets. Déjà, d'une part, de prescription, qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui est réaliste surtout, hein, quels sont nos besoins et nos exigences pour pouvoir justement que ces bâtiments soient bien acceptés par les utilisateurs, les mainteneurs et qu'on puisse tenir tout ça dans le temps. Donc déjà, le premier truc, hein, c'est d'arriver à monter une prescription qui est coordonnée et acceptée par tous. Ensuite, il y a le suivi du chantier. Alors ça, c'est
c'est pas toujours évident. C'est pas parce qu'on l'a bien écrit que ça va être appliqué. Donc ça demande effectivement au niveau des équipes de suivi, de maîtrise d'œuvre, d'être très très précis. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des nouveaux métiers qui naissent. Le commissionnement, enfin, on se rend compte que finalement, il y a des décalages entre ce qui est écrit, ce qu'on souhaite avoir, et finalement ce qui est livré. Donc ça, effectivement, le commissionnement, c'est un point très important. Et ensuite, une fois que tout ça s'est livré, est-ce que ça correspond vraiment à l'utilisation finale qui en est faite des locaux? Parce que souvent, quand on livre des locaux, alors dans des locaux, je dirais plutôt tertiaires, les usages, les usagers, le paramétrage vient après une phase d'exploitation. Et donc là, voilà, les services d'exploitation ont besoin aussi si on ne veut pas que les systèmes partent à la dérive et finalement qu'on observe des surconsommations énergétiques, il faut revérifier est-ce que le bâtiment qui a été livré est bien calé à l'usage. Je pense là au réglage de l'ensemble des régulations. Et finalement, il faut quelqu'un aussi, et ça rejoint un petit peu le témoignage précédent, et finalement, il faut quelqu'un qui pilote tout ça, qui suive. Et pour reboucler avec les équipes d'exploitation, pour reboucler avec le service de gestion technique et pour reboucler avec le service de la construction, pour que finalement tout ça arrive à tomber en marche dans les conditions réelles d'exploitation et pas nécessairement celles qui ont été imaginées dès le départ. Alors, merci donc pour cette précision. J'avais noté que vous aviez aujourd'hui, en termes de télégestion, un déploiement de la télégestion sur 65 à 70% de votre parc. Alors, je pense que votre taux d'expérience est intéressant. Vous ne l'avez pas fait d'un coup d'un seul. Comment ce déploiement il s'est amorcé? Comment vous avez réussi à faire ce déploiement progressivement? Historiquement, la mairie de Toulouse avait beaucoup travaillé sur l'aspect régulation télégestion. On avait travaillé à l'époque, je vais le nommer, avec Sofrel sur le déploiement de la télégestion sur les bâtiments, en lien avec les régulations. L'objectif premier était d'avoir une remontée d'informations du site pour, d'une part, remonter des alarmes, ce qui évitait de démultiplier les équipes ou les visites sur site. Voilà. L'idée au départ, c'était de rationaliser avec les équipes, les moyens humains que l'on avait, la possibilité de gérer un parc conséquent. Ça, c'est important, hein, parce que vous avez commencé l'amorçage en répondant à un besoin qui a facilité aussi le déploiement de la solution. Voilà, tout à fait. Il y avait un besoin initial très opérationnel. On a très vite vu ensuite, avec l'enregistrement des données, l'accès à distance à ces données, qu'on pouvait faire aussi du diagnostic à distance, et ça c'était assez intéressant, par le suivi des températures, le suivi de dérives qu'on pouvait observer sur les systèmes centraux, sans nécessairement déplacer un technicien expert. Ce qui fait que les techniciens au bureau pouvaient analyser assez rapidement un site puis un autre, et voilà, sans nécessairement aller besoin d'aller sur site, et puis pas forcément trouver de l'information. Ça, l'accès aux historiques, ça a toujours été un point très intéressant. Et puis, une autre fonctionnalité qu'on a trouvée intéressante aussi, c'était le pilotage à distance. Je ne vais pas donner 30 exemples, mais un qui est frappant, on fait facilement 20 à 25% d'économie d'énergie dans l'année si on abaisse toutes les écoles qui ne sont pas occupées en période de vacances. Voilà, c'est une mesure relativement simple. Et alors avec ces systèmes-là, on peut déclencher des scénarios à distance au bureau qui vont éteindre 100, 150, 200 écoles en 3 clics. Ça demande un petit peu de paramétrage et un petit peu d'ingénierie derrière, mais voilà, en gros, la finalité qu'on peut en attendre. Alors, au sein de vos équipes, on a un peu évoqué votre organisation. Donc, il y a eu l'arrivée du décret tertiaire, ça souligne l'enjeu de l'organisation et de la conduite du changement pour garantir le suivi régulier, ça on en avait évoqué. Alors, est-ce que vous pensez déjà qu'il y a un potentiel important d'économies qui peuvent être exploitées via la régulation? Vous avez commencé un peu à le dire, mais j'aimerais bien vous l'entendre dire plus précisément. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment la conduite du changement, vous l'organisez dans vos équipes pour justement passer vers vers la performance au quotidien sur les bâtiments, quoi.
Déjà, je pense que l'utilité, je reviens sur la première question, le premier sujet qui est l'utilité de la régulation et des BACS dans le domaine de la conduite des bâtiments. Bon, la démonstration, je pense qu'elle n'est plus à faire. On le voit très vite, une régulation qui ne marche plus, on arrive de suite à des dérives de l'ordre de 15-20%. Un programme horaire mal réglé, c'est 10% de plus. Une courbe de chauffe qui n'est plus adaptée après rénovation, et ça, on l'a tous observé, c'est-à-dire qu'on fait une rénovation par les équipes de gros œuvres ou par l'entreprise externe, et on ne recale pas forcément les paramètres de la régulation derrière. Voilà, c'est encore 7-8% de plus. Voilà, donc tout ça additionné, finalement, ce sont des gains énergétiques, ce sont des opportunités très intéressantes. Donc les BACS, oui, de toute façon, sont très intéressants. Alors, je précise ça parce que c'est important ce point-là, hein, parce que dans les échanges qu'on a vus, on a constaté que parfois, dans des collectivités, l'automatisation est débranchée, faute de bien la maîtriser. Et donc, certaines collectivités restent sur le palier du suivi énergétique, mais pas du pilotage. Mais voilà, il y a une acculturation. C'est pour ça que ça me semble important de bien le préciser, en tout cas dans votre retour d'expérience, que cette automatisation, il faut la maîtriser, mais une fois qu'elle est là, qu'elle fonctionne, eh ben, elle a un gain extrêmement important, quoi. Et là, ça me fait rebondir sur un sujet qui est intéressant, c'est sur attention à la surautomatisation. Ouais. Et c'est là où on rejoint un petit peu la deuxième question, l'accompagnement et la conduite du changement. Il faut faire attention effectivement à ne pas installer des systèmes trop automatisés. On a fait des mauvaises expériences aussi, hein, on les a eues. Effectivement, si les équipes d'exploitation ou si l'utilisateur ne comprend pas le système, ah ben voilà, il va le refuser et du coup, on va repasser très vite en mode manuel. Ça nous est arrivé, bien sûr, chez nous aussi, à démonter des capteurs automatiques de luminosité et puis de le remplacer finalement par des interrupteurs parce qu'on se rendait compte que à l'usage, eh bien, ça ne collait pas forcément. Du coup, je voulais en venir à voilà, il faut aussi que les règles soient bien comprises par tous, qu'elles soient adaptées. Et attention à la surautomatisation, parce que ça demande des moyens techniques derrière, essentiellement pour la maintenance aussi. On ne peut pas mettre un ingénieur derrière chaque bâtiment non plus. Et c'est là où il faut faire attention, même si on peut faire monter en compétence nos techniciens, nos intervenants, même si on peut voilà, apporter cette culture des nouvelles technologies, l'informatisation, ça se fait lentement, ça se fait pas très vite. Il faut avoir des gens qui soient motivés, il faut avoir des gens qualifiés, et on a aussi des limites sur les ressources humaines, hein. C'est-à-dire que voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, enfin, il faut bien doser, il faut voilà. bien doser l'effort et bien caler aux besoins et pas pas aller dans la surenchère, parce qu'à un moment, la surenchère, elle vous fait exploser les moyens humains nécessaires pour gérer ou rattraper les dérives. En tout cas, vous êtes organisé dans votre équipe GTEB, vous avez fait des réunions tripartites, il me semblait, pour avancer et s'assurer que finalement l'enjeu du décret tertiaire soit pris en compte dans le fonctionnement de vos équipes. Le décret tertiaire, il aura eu cet avantage, c'est à nous forcer aussi à rassembler un petit peu toutes les synergies et finalement à désigner le pilote. Finalement, le décret tertiaire, avec ses objectifs de réduction des consommations d'énergie, la mission énergie se pose finalement naturellement en tant que pilote et coordonnateur entre tous ces systèmes pour que les choses finalement réussissent. Parce que, on l'a dit un petit peu avant, les facteurs clés de la réussite, ils ne sont pas uniquement à la construction ou à la rénovation des bâtiments. Voilà, il faut qu'ils soient bien livrés, il faut qu'ils soient bien adaptés, il faut qu'ils soient compris, il faut qu'ils soient bien utilisés, et il faut qu'ils soient bien suivis, et il faut qu'ils soient bien exploités, etc. On peut aller un petit peu plus loin comme ça. Et du coup, pour faire tout ça, et effectivement, ça demande de l'orchestration. Et voilà, donc du coup, la mission énergie, on a ce travail-là de refaire se re-rencontrer peut-être tous les acteurs autour de la table et travailler à faire des groupes de travail pour les prescriptions, faire des groupes de travail pour le suivi et l'intégration des nouveaux chantiers. On travaille comme ça sur des process un petit peu particuliers, sur les outils de vérification et puis même sur la prospective.
C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble aussi sur qu'est-ce que nous proposent les nouveaux outils, parce qu'on a de plus en plus d'informations. Les capteurs se démultiplient, les IoT sont en train d'arriver sur le marché, on a de plus en plus d'informations, et finalement, cette information-là, les pauvres humains que nous sommes, on n'arrive pas à se démultiplier par 15. Donc, voilà, aussi, ça nous demande d'aller chercher un petit peu les nouvelles technologies et voir qu'est-ce que peut nous apporter les nouvelles techs pour avoir des techniciens augmentés. Très bien, merci beaucoup. Alors, moi, encore quelques petites questions brièvement. Vous avez chez vous des systèmes de télégestion, des systèmes de suivi énergétique, de supervision. Donc, vous avez des systèmes qui cohabitent, vous avez aussi des plateformes SaaS. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Quel retour vous avez sur cette complémentarité? Et là, l'autre question sur laquelle j'aimerais bien vous entendre, c'est comment est-ce que vous définissez la performance? Comment est-ce qu'on définit la performance à atteindre pour un bâtiment? Est-ce qu'il y a une bonne performance énergétique d'un bâtiment? Sur les systèmes existants, alors effectivement, c'est difficile. Puisqu'on a un historique, en fait, on a chaque système qui a un petit peu sa propre histoire et puis sa propre structure. C'est-à-dire qu'on avait la GTEB, la gestion technique, qui était plutôt centralisée, internalisée, suivie par nos équipes à l'intérieur. C'est développé en parallèle le suivi énergétique avec la récupération des données de télérelève, la gestion de la facturation. Donc ça, on a plutôt travaillé en SaaS, puisque c'est un système qui est plutôt récent. Et maintenant, effectivement, la difficulté, c'est quelque chose qu'on n'a pas tout à fait résolu, mais ça va être un petit peu de réharmoniser, même si ces systèmes-là dialoguent entre eux, par différentes passerelles, par des liens entre les bases de données ou par des exports de fichiers. On utilise différentes formes, mais on n'a pas encore une osmose entre tous ces systèmes-là, et ni même l'organisation, les techniciens, les ingénieurs qui vont suivre finalement toutes ces données et qui vont recaler les choses, qui vont réordonner toutes les choses. On est vraiment en train d'y travailler dessus aujourd'hui, en termes d'organisation, en termes d'architecture système, et finalement le besoin, il est relativement clair. Ce sont les objectifs de réduction des consommations qui sont posés par le décret tertiaire. Et j'en viens du coup à la méthodologie, finalement, à dire comment on arrive à définir quelle est la bonne cible pour un bâtiment performant. Déjà, on a une approche par typologie de bâtiment. On ne peut pas comparer une piscine avec une école. Donc voilà, on va comparer les bâtiments qui se ressemblent entre eux, ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu un benchmarking, à dégager des moyennes. Et comme on a un parc conséquent, on va travailler sur les bâtiments les plus consommateurs. Dans chacun de ces groupes, on va travailler les top 10, top 20 si on peut, ou les bâtiments sur lesquels on a le plus d'opportunités de réussite en premier. Voilà, parce que l'idée, c'est d'arriver à dégager un max d'économie d'énergie le plus vite possible, avec le moins d'investissement possible. C'est une approche pragmatique, quoi, en quelque sorte. Merci. Alors, je regarde juste si on a des questions. Alors, Joël, je n'ai pas regardé tous les déroulés. Je ne sais pas s'il y a des questions de clarification qui sont exprimées au fur et à mesure, ou sur ces interventions ou la précédente. Est-ce qu'on inclut les critères d'impact carbone, je vois, pour conduire les opérations ou les priorités d'investissement? On ne l'a pas trop fait jusqu'à présent, mais là aussi, avec la RE 2020, oui, on commence à prendre la mesure de l'impact carbone. J'ai fait une petite parenthèse. On a eu sur les écoles un retour d'expérience d'opérations d'économie d'énergie dans des grosses rénovations dans des écoles. On a rénové des écoles des années plutôt 50-60, qui étaient des gros bâtiments avec une bonne inertie. Donc voilà, on a fait même parfois de l'isolation par l'extérieur, remplacement de menuiserie, réisolation, etc. etc. Ces bâtiments-là, au départ, n'étaient pas ventilés. Toutes les économies qu'on a réussi à faire sur le poste chauffage, on les a perdues quelque part avec le poste ventilation. Parce qu'il a fallu installer des centrales de traitement d'air. Bon, par contre, on a amélioré et on a quand même mieux maîtrisé la qualité de l'air intérieur. Là, il n'y a pas photo. Mais pour autant, en termes d'économie d'énergie, on n'a pas performé. On est arrivé quasiment au même niveau. Par contre, là où on a gagné, c'est sur l'approche CO2 et qualité de l'air. Ouais.
C'est-à-dire qu'on est passé de consommation d'énergie fossile à des consommations d'énergie plutôt électriques, en compensant un petit peu avec de l'énergie solaire, et finalement, en émissions CO2, on a été beaucoup plus performant. Donc oui, c'est un critère, je pense que c'est une approche qu'il faudra avoir un petit peu plus dans les jours à venir, mais d'ailleurs, la RE 2020 a tout à fait embrayé le pas. En tout cas, on voit qu'on raisonne en termes de parc, les bâtiments les plus performants ou ceux lesquels on se préoccupe des consommations d'énergie ne sont pas forcément toujours les plus anciens. Il peut y avoir des bâtiments anciens qui, d'un point de vue énergétique, sont plus performants que les récents pour des questions d'équipement. Et donc, les bâtiments, ça vit et il faut être un peu attentif sur ça. C'est pas du tout rien, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a deux. Oui. Alors une question, c'est plus une question de fond et une question plutôt de clarification. Alors une question de clarification, c'était avez-vous couplé les automatismes techniques avec les usages réels en dehors des simples programmes horaires? Donc on pense à présence-absence, taux d'occupation, utilisation des salles, etc., etc. Ça, c'était la première question de clarification. Et peut-être on en reviendra sur plutôt parce que ça concerne à peu près tous les intervenants, mais c'est le cadre réglementaire aujourd'hui qui commence. Alors non seulement on connaissait le décret tertiaire, maintenant il y a le décret Bax, il y a le plan de relance où il y a quand même un certain nombre de lignes de financement qui ont été débloquées. C'est comment tout ce mélange est pris en compte et comment on saisit l'opportunité dans les équipes ou pas d'ailleurs. Pour faire avancer le On sujet de reprendra la cette rénovation. question à la fin parce que je pense que Ouais. tout le monde pourra intervenir sur le Peut-être juste sujet. simplement sur le côté asservissement. Est-ce qu'il y a autre chose que de simples programmes horaires? En termes d'asservissement, aujourd'hui, on est très peu sur des objets connectés. On a essayé comme ça sur un groupe scolaire, le groupe scolaire des Ponts Jumeaux, où on a vraiment bien instrumenté avec des capteurs de présence, de luminosité, de la variation, etc. Ça devient très vite, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, ça devient très vite un bâtiment très compliqué et qui demande du temps pour la mise au point, pour le suivi, pour la maintenance. Est-ce qu'on pourrait déployer ça dans toutes les typologies de bâtiments? Je pense que ça nous demanderait énormément d'efforts, y compris dans le suivi et dans l'exploitation de ces bâtiments. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de le faire partout. Voilà, il faut vraiment se poser la question entre les enjeux que l'on a, voilà, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Parce que c'est un investissement en termes d'investissement immédiat, si j'ai envie de dire, mais aussi en termes de fonctionnement à long terme. Donc voilà, il faut vraiment faire la part des choses pour aller vers ce type d'objet. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que finalement, l'humain qui a le doigt sur l'interrupteur, n'est-ce pas la solution la plus économique, la plus simple et peut-être même la plus pérenne si on arrive à faire changer les mentalités? Bon, ça fait beaucoup de si, mais... Alors, voilà, je pense qu'il faut arriver à trouver un bon équilibre entre tout ça. Et c'est délicat parce que il me semble que chaque projet est un projet. C'est difficile d'avoir une approche parc sur cette thématique. Alors, je vous remercie. Je vais redonner la main. On va discuter maintenant avec Monsieur Serreuil. Édouard, Merci à vous. merci. Alors, Édouard, est-ce que tu peux... Alors, Édouard, vous êtes au sein de Morbihan Énergie, responsable de la mission stratégie, innovation et transition énergétique. Alors, ce qui était intéressant, donc Morbihan Énergie, c'est un syndicat d'énergie. Un syndicat d'énergie, c'est les collectivités qui ont la responsabilité des services publics de distribution, enfin, de services publics locaux énergétiques se fédèrent dans des syndicats qui prennent les missions d'ingénierie pour le compte des collectivités et qui servent les collectivités pour répondre à leurs enjeux de service public notamment. Et vous, dans ce cadre-là, au sein de Morbihan Énergie, donc vous avez construit votre siège. Vous n'avez pas un parc important, hein, mais par contre, vous avez votre siège qui a été rénové, enfin construit un nouveau siège en 2010, en anticipant un certain nombre d'évolutions techniques. Donc là-dedans, vous avez mis des systèmes de gestion énergétique et de pilotage assez poussés. Vous avez du multi-énergie sur site et des systèmes de gestion énergétique. Votre bâtiment, c'est un BPOS. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez déployé
et pourquoi? Merci Julien, bonjour à tous. Donc Édouard Serreuil de Morbihan Énergie. Juste peut-être en 2 mots, Morbihan Énergie, c'est vrai qu'on est un syndicat de communes, on regroupe l'ensemble des communes du territoire sur une compétence qu'est l'électrification. Et depuis ces dernières années, on accompagne les collectivités sur les domaines de la transition énergétique avec des compétences sur le numérique, sur la mobilité ou sur l'énergie avec des productions, l'achat groupé d'énergie et la maîtrise de l'énergie qu'on amène au service de ces collectivités. Mais avant tout, on est autorité organisatrice de la distribution d'électricité, propriétaire des réseaux basse et moyenne tension. Et donc, du coup, on est sensibilisé à ces contraintes de dimensionnement des réseaux et des appels de puissance. Donc, quand on a construit notre siège en 2010, on a eu cette double approche, à la fois d'engager un bâtiment qui soit performant. Donc, on a conçu un bâtiment passif. On a voulu anticiper la suite en intégrant un certain nombre de productions d'énergie renouvelable sur le bâtiment, du photovoltaïque, de l'éolien, pour couvrir l'ensemble des besoins. Donc, en 2010, le BPOS avait une définition assez courte, mais en gros, on a dimensionné les productions pour couvrir les besoins à l'échelle d'une année. Et par nos compétences que j'évoquais tout à l'heure, on a aussi voulu faire en sorte de pouvoir piloter et gérer ces énergies de manière globale au niveau du site pour l'optimiser vis-à-vis notamment du réseau électrique. Et donc, on a intégré un certain nombre d'équipements, de mesures de suivi de l'ensemble des usages en termes de consommation et de production qui sont centralisés et pilotés pour optimiser l'impact puissance et pour ça, on a intégré un certain nombre de cas d'usage, que ce soit de l'autoconsommation, de l'effacement ou du tarif management pour optimiser le fonctionnement du bâtiment en étant capable d'aller piloter, délester certains usages, quoi. Alors, on voit que vous avez quand même anticipé les choses de votre côté. Vous aviez l'idée de faire, d'avoir un bâtiment qui répond à vos besoins d'aujourd'hui, mais aussi dans votre rôle de syndicat, d'anticiper des évolutions du service du système énergétique, et notamment électrique. Qu'est-ce que vous aviez cherché à anticiper? Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête dans les BACS qu'on déploie aujourd'hui pour anticiper des besoins qui vont se faire jour dans les années qui viennent, quoi? Ce qu'on se rend compte en fait aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus d'usages électriques qui arrivent au niveau des bâtiments, que ce soit pour la partie chauffage ou la partie mobilité. On a le déploiement de solutions renouvelables locales au niveau des sites. Et en fait, ce qui est une clé demain au niveau de la transition énergétique, ça va aussi être surtout la notion de flexibilité. C'est un terme qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est la capacité de moduler et d'adapter ces usages à des contraintes ou à des intérêts. On peut avoir un intérêt économique d'aller moduler sa puissance à un moment où c'est plus intéressant. On peut avoir des intérêts par rapport à la production d'énergie, essayer de maximiser toute la partie autoconsommation, et aussi d'un point de vue système, parce que aujourd'hui, les problématiques, pas aujourd'hui, mais demain, les problématiques qui vont être rencontrées sur la partie du réseau, c'est pas les problématiques de quantité d'énergie, mais plutôt d'appel de puissance. Et donc, le fait d'être capable de moduler et de s'adapter à des contraintes vont pouvoir rendre des services au système. Et donc, pour y arriver, bien évidemment, il va falloir mesurer, il va falloir être capable d'anticiper et puis de piloter certains usages pour s'adapter à ces contraintes ou aller chercher des opportunités à ce niveau-là. Et je pense pour prendre un exemple qui parle à tous, aujourd'hui, on le voit avec l'arrivée des véhicules électriques, c'est un appel de puissance important qui pour autant peut être modulé par rapport aux usages. Et donc là, il y a typiquement des enjeux à être capable d'intégrer ces nouveaux usages et à adapter par rapport à des contraintes du bâtiment. Alors, on a dit, le bâtiment, ça fait maintenant 11 ans qu'il a été construit.
quel enseignement vous en tirez en termes d'évolution de l'exploitation? Et ça, je prends ce point aussi en lien avec le fait que bon, vous gérez un site. Alors, on peut se poser la question, comment votre expérience est réplicable à d'autres et aussi, comme vous avez fait des systèmes assez poussés, vous avez profusion de données. Qu'est-ce que ça change? Ce qui a été assez intéressant pendant ces dernières années, au-delà de la mise en place des équipements, on s'est lancé dans la certification ISO 50001 qui nous a amené une certaine démarche que l'on retrouve sur ces 4 clés pour réussir, autour notamment de la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs de suivi et d'actions coordonnées et pilotées par la direction. Ça, c'est un point important et ça rejoint une certaine transition qu'on voit aujourd'hui qui est plutôt au-delà de l'efficacité qu'on a pu avoir avec des matériels performants. Aujourd'hui, c'est vraiment la notion d'efficience qui, à mon sens, apporte une vraie transition. Les remontées de données permettent de pouvoir optimiser les systèmes. Les algorithmes, les systèmes prédictifs qu'on va avoir aujourd'hui permettent d'anticiper et d'optimiser la régulation. Et enfin, ça a été évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises, la capacité de mobiliser les utilisateurs grâce aux données et au transfert d'informations amène aussi des leviers d'efficacité et d'optimisation énergétique très intéressants aujourd'hui. Alors c'est sans doute plus facile parce que voilà, le changement climatique, c'est une notion qui est aujourd'hui prise par tous, et donc du coup les gens se mobilisent peut-être plus facilement ou écoutent plus facilement ces notions de maîtrise de l'énergie, mais en tout cas le fait de pouvoir avoir accès à des données du site concrètes et sur lesquelles on va pouvoir les vulgariser, les traiter pour pouvoir mobiliser les utilisateurs, c'est un gros levier aujourd'hui d'efficacité énergétique supplémentaire. Alors, sur votre système, donc beaucoup de données, vous avez fait le choix de déployer aussi des solutions en SaaS, solutions as a service, donc à distance, pas forcément déployées chez vous. Pourquoi vous avez fait ce choix et est-ce que, en quoi ça vous paraît être un moyen finalement de mutualiser des expertises que vous n'auriez pas pu acquérir dans le cas de l'exploitation monosite, quoi? En fait, aujourd'hui, les solutions en mode SaaS amènent plusieurs avantages. Le premier, c'est le maintien du système à jour, opérationnel, et l'accès à des évolutions de manière simple et rapide. Ça, c'est la première des choses, parce qu'on se rend compte qu'avec souvent les systèmes d'exploitation qui sont en dur, on rencontre des difficultés à avoir la capacité de les maintenir dans la durée ou avoir les compétences et les connaissances pour les maintenir. Et le fait d'avoir recours à des solutions en mode SaaS, indirectement, amène ce support, cet hébergement et ce maintien à niveau de la solution. Ça permet aussi une forme de mise en concurrence. Aujourd'hui, si on est sur des systèmes qui sont plus de la location et un besoin d'efficacité et de performance, si l'outil ne remplit pas ses objectifs, on a la capacité beaucoup plus facilement aujourd'hui à switcher avec une autre solution, une autre prestation. Et du coup, ça amène aussi un accès à ces dernières innovations. Aujourd'hui, les nouveaux outils prédictifs, la connexion avec différentes plateformes, c'est beaucoup plus simple avec ces solutions en mode SaaS que ce qu'on pouvait avoir avec des outils de télégestion en local par le passé, quoi.
Et le fait aussi, vous aviez regardé, en utilisant les outils, vous avez commencé à analyser des données chez vous pour regarder le bon fonctionnement de vos propres systèmes. Vous avez fait des optimisations assez importantes, il me semble, notamment sur les VMC. Par contre, j'avais noté que passer un certain nombre de données, le traitement, l'expertise nécessaire, c'est quelque chose qui est difficile à acquérir et que finalement, l'externaliser, c'était peut-être le mieux, au moins sur le démarrage, quoi. Oui, et même plus globalement, en fait, ça rejoint l'approche qui a été évoquée tout à l'heure sur la quantité de données, c'est bien, mais il faut aussi, avant tout, avant de vouloir tout récupérer, parce que je le vois quand on avait lancé le programme il y a une dizaine d'années, on avait voulu mettre des compteurs partout et tout traiter. À la fin, on ne sait plus aller chercher la bonne information, et donc aujourd'hui, dans le cadre des travaux qu'on peut mener avec les collectivités, dans le cadre des déploiements d'outils de mesures de suivi, il y a un vrai travail au début sur comment on peut réduire au minimum nécessaire les données qu'on va aller chercher pour être le plus efficace sans être noyé sous cette somme de données. Ça, c'est un point important. Et puis, indirectement, aujourd'hui, on a de manière très terre à terre, presque des problèmes de stockage de données avec la quantité d'informations qu'on vient prendre. J'ai régulièrement mon service informatique qui me demande d'archiver un certain nombre d'historiques parce que en termes de place et de stockage, ça a aussi un impact sur les systèmes informatiques, quoi. Alors, dernière question, et après on passera aux questions de tout le monde. Votre syndicat, il participe au programme ACTE de la FNCCR, on verra après le détail de ce que c'est. Pourquoi c'est important pour vous pour gérer le parc public et qu'est-ce que ça change pour vous? Oui, en fait, on a dès la première vague, si je peux m'exprimer ainsi, on a participé au programme ACTE. C'est pour nous un programme qui répond bien aux problématiques d'aujourd'hui parce que finalement, il apporte une solution sur 3 facettes qui sont indispensables. La première qui est la matière grise, ce qu'ils appellent l'économe de flux, qui va être capable de coordonner, d'avoir la vision technique, économique de l'ensemble des bâtiments et des actions qui sont à mettre en œuvre. Ça aborde la question des outils. Tout ce qui va permettre de donner accès à l'information et l'outil d'analyse, donc les capteurs, les logiciels de suivi énergétique. Et enfin, une fois qu'on a pu comme ça identifier, traiter et isoler les bâtiments qui ont un intérêt d'intervenir dessus, il y a un troisième volet qui est la partie maîtrise d'œuvre et audit énergétique pour pouvoir aller là. Quantifier et permettre d'engager un certain nombre de rénovations énergétiques. Et donc finalement, ce qu'apporte aujourd'hui le programme ACTE, c'est un peu une nouvelle organisation globale pour aller vite et de manière diffuse sur des actions de rénovation énergétique. Bon, Amaury nous reprécisera ça un peu plus dans le détail tout à l'heure. On a un petit peu de retard. Je vais vous demander à ce que, qu'on remette la parole aux 3 intervenants pour pouvoir que chacun puisse répondre s'il y a des questions. Joël, tu as rebrassé un peu les quelques éléments qui sortaient dans le chat en fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous lister les questions qui arrivent, en clarification ou de fond? Oui, donc il y avait la question de fond que j'avais citée, mais qu'on avait un petit peu renvoyée, c'était sur le changement, enfin, le contexte réglementaire et puis les opportunités éventuellement de financement qui ont été lancées dans le cadre de la relance. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent pour les collectivités qui sont un peu volontaires. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ce nouveau contexte a changé les choses dans votre approche ou dans vos stratégies? Ça, on peut peut-être poser la Comme on le question sait, derrière. Ouais. On peut poser la question à Édouard, celle-là, parce qu'en tant que syndicat qui fédère bon nombre de collectifs de communes, je pense que vous devez vous poser sur leur question. Il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a un schéma directeur du coup qui a évolué face à ce changement-là, quoi, avec ces changements, puisqu'il y en a plusieurs. Édouard?
Oui, en fait, on le voit aujourd'hui, les collectivités sont mobilisées pour pouvoir engager des travaux de rénovation énergétique. Et comme je disais finalement juste avant, la partie actée nous permet de pouvoir cibler, quantifier et réussir à engager des travaux de rénovation énergétique là où c'est le plus efficace. Pour compléter ça, on travaille aussi avec la Banque des Territoires sur les volets investissement, parce que on parle beaucoup de ce qu'il y a en amont, mais l'accompagnement aux travaux de rénovation, on a assez peu de financement mobilisable. Et aujourd'hui, voilà, la Banque des Territoires nous apporte aussi des solutions à ce niveau-là. Très bien. Alors, Si une vous autre voulez. question, Oui, vas-y. j'enchaîne. On a évoqué le sujet de la qualité de l'air intérieur. Est-ce que c'est un sujet qui vit de sa propre vie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une stratégie indépendante? Est-ce que si oui, est-ce que c'est mis en œuvre par bâtiment, ou est-ce qu'il y a une stratégie plutôt patrimoniale dans ce sujet-là? Ou est-ce que c'est juste un sujet annexe au sujet énergétique? Monsieur Willem, par exemple, Monsieur Marquez. Oui. Oui, c'est vrai que la qualité de l'air, elle est très liée finalement à la question énergie. Ça regroupe effectivement une compétence hygiène, hein, pour l'appréciation des mesures qui sont faites et des solutions qu'il faut y apporter, mais il y a un impact immédiat avec les services d'exploitation et de suivi énergétique dans les bâtiments. L'idée, c'est de l'approcher, nous, encore une fois, par typologie de bâtiment. Hein, on va regarder la qualité de l'air dans les écoles ou dans les crèches, et puis voilà, ce sont les cibles prioritaires, et on regardera ensuite sur les autres typologies de bâtiments. Ouais, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on regarde ensemble, parce que sinon euh, on va tirailler d'un côté de l'autre. Et puis, pour élargir le sujet aussi, c'est-à-dire que quand on va parler de rénovation des bâtiments, de rénovation globale, on y a joint aussi l'accessibilité, du coup, parce que c'est un sujet qui a été un petit peu éludé aussi, mais qu'il faut traiter en même temps. En fait, on voit encore une fois que le domaine du bâtiment, c'est vraiment une multitude de compétences qu'il faut fédérer, qu'il faut travailler ensemble, et c'est tous ces sujets-là qu'il faut faire avancer le plus possible de façon coordonnée pour ne pas faire des fers et retricoter après. Il y avait une dernière remarque plus qu'une question, qui était une remarque de M. Morian qui précisait que les problématiques posées ne sont pas liées au décret, mais depuis la digitalisation des bâtiments, et en particulier l'appropriation des systèmes par les différents acteurs du bâtiment. Ça, Monsieur Marquez, je crois que vous pouvez en parler. Ça. Ah oui, oui, enfin, je peux confirmer, oui. Enfin, il n'y a pas de problème pour le décret tertiaire, ça, on sait mettre les plans d'action en place. Maintenant, il faut qu'on s'améliore et qu'on améliore le suivi de la performance. Ça, c'est clair. Parce que il va falloir atteindre les objectifs. On va devoir monter, notamment des marchés globaux de performance avec des objectifs vraiment contractuels. Donc, ouais, la problématique, ça va être vraiment l'appropriation des équipements et puis le suivi de toutes ces données. Et je me permets une dernière question, mais qui dépasse celle de la thématique énergétique. C'est qu'avec la crise du Covid, on voit, en tout cas sur le secteur tertiaire, une évolution des besoins en fait en bureau, les gens vont être plus en télétravail, enfin une notion de flexibilité enfin, non pas énergétique, mais d'usage, auxquels devront répondre un certain nombre enfin, devront répondre les bâtiments tertiaires à l'avenir. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est en débat ou en réflexion dans les collectivités? Peut-être Monsieur Willem, vous avez le parc le plus large, peut-être que. Ouais, en débat, réflexion, à peine oui, c'est en train de mûrir, et effectivement, là, la technique pour apporter pas mal de solutions. C'est un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'on pourrait essayer de retravailler avec une idée de capteur de présence ou d'occupation qui déclencherait des systèmes en mode occupation ou inoccupation selon certaines zones, etc. Oui, ça c'est une réflexion qui est en train de se mener.
Ouais. Monsieur Marquez, J'avais oui, pas bon, très bien vas-y. compris la question, mais je viens de la lire concernant la surveillance de la qualité de l'air. Oui, l'idée, c'est d'utiliser l'infrastructure existante de gestion technique pour remonter toutes les informations et de la redistribuer depuis la plateforme sur les services concernés. Voilà, la question a été peut-être orientée finalement comment s'organise la gestion de la donnée, plus que stratégiquement. Très bien, très bien. J'allais dire Je pour te la redonne la question parole, Julien. non, que je voulais juste dire à M. Marquez qu'il pouvait aussi répondre sur la question que tu as posée précédemment sur mince, là j'ai un petit trou. Bon, en tout cas, sur mince. Redis la question, Joël. Sur l'évolution de Sur le l'usage du télétravail, bâtiment. voilà. Parce que dans les Yvelines, la question du télétravail été amorcée précédemment, notamment avec aussi des regroupements sur site, un site qui me semble avait disparu, si je me rappelle bien, et l'amorce de la réduction du temps de présence dans les locaux des agents. Oui, tout à fait. Il y a une démarche d'optimisation de patrimoine qui était avant Covid et c'était vraiment une démarche de centralisation. Donc, on a quitté, on va dire, 3 bâtiments pour en intégrer un seul avec open space et voilà, tous les services maintenant sont regroupés, peuvent travailler plus simplement en collaboration. Mais il y a eu cette démarche, ouais, et puis de télétravail. Mais on ne travaille pas encore sur l'optimisation des espaces. Là, on a regroupé l'ensemble des acteurs. Avec le Covid, ça a poussé à accentuer le télétravail. Mais c'est clair qu'on a toujours, il y a toujours cette réflexion d'optimisation des surfaces pour aller encore plus loin et peut-être faire aller plus loin que du coworking, mais voilà, du partage d'espace. Merci beaucoup. Alors, ça va clore les interventions. On a pris pas mal de retard, je m'en excuse. Je vois qu'il y a. Voilà. Est-ce qu'on a perdu tout le monde ou quoi? Je vois plus les. Bon, Non. non. En tout cas, moi, je vais rebrasser un petit peu. Là, je vais vous expliquer quelques éléments un peu sur comment vous allez retrouver les informations clés dans l'étude. Juste, quand même, il me semble important pour s'il y en a qui doivent partir pour des contraintes horaires. Il y a un sondage qui est mis. Joël, il est au début du chat, le sondage, ou est-ce qu'on le remet? Non, on va le lancer, mais je me permets de rappeler que il était sujet. Enfin, ce qui est important aussi, c'est qu'on parle peut-être quelques minutes du programme acté. Oui, oui, Euh, oui, oui. Oui, et si l'effet Bonaldi n'est plus là, je lancerai un sondage qui regroupe toutes les questions juste après. voilà. Donc, en tout cas, il y aura le sondage dedans. Regardez dans le chat pour le sondage. Alors, sur les points, donc il y avait 4 points, les 4 points clés. Donc, on a voulu retransmettre au travers des interventions. C'était le fait d'organiser et coordonner, la nécessité d'organiser et coordonner finalement dans le cadre notamment du commissionnement, avec le commissionnement qui est un point clé. Qui doit être budgété en conséquence, et que ce commissionnement il démarre dès l'amont du projet jusqu'à finalement le déploiement et l'exploitation, y compris en prévision du lien avec les usagers. Et que nous, ce qu'on constate, en tout cas, c'est dans les conclusions, qu'il y a un intérêt probablement à faire un LOBAX à part entière qui puisse se concrétiser par un cahier des charges performantiel pour arriver à définir des objectifs de performance qui soient évaluables, notamment à la réception, pour que les acteurs qui déploient sachent vers quoi ils doivent tendre, sous quelle modalité, et qu'il y ait du contrôle possible derrière, et avec en visée que la performance optimale d'un bâtiment, ça reste intangible, donc il faut arriver à objectiviser tout ça. Et que dans ce LOBAX, il y a aussi l'enjeu de tout ce qui est compatibilité. Pour les acteurs publics qui gèrent des parcs de plusieurs bâtiments, voilà, l'hétérogénéité, ça peut être quelque chose qui peut devenir assez vite ingérable. Donc il faut arriver à cadrer la façon dont les systèmes vont être interopérables dans la durée pour en gérer l'exploitation. Alors ces différentes recommandations et d'autres encore, vous les retrouverez dans la synthèse. Qui sera disponible. Sur le fait de s'équiper, ce qui me semblait important, c'était que pour mettre en œuvre le décret tertiaire, il faut considérer la consommation de l'ensemble du parc et pas seulement d'un bâtiment, et sur l'ensemble de sa durée de vie.
Ce qu'on constate dans l'échange avec les acteurs publics, c'est que la rénovation énergétique du bâtiment au sens rénovation de l'enveloppe n'est pas suffisante. On doit aussi attaquer la question de l'exploitation et la question des usages. Et qu'à ce titre-là, on voit bien qu'il y a des réglementations qui arrivent pour déployer des BACS pour réussir le décret tertiaire, obligation de moyens, obligation de résultats, mais qu'il y a différentes catégories de BACS. C'est comme pour les frigos et les étiquettes énergétiques. Avec un frigo de catégorie D, on n'a pas de performance énergétique à la maison. Donc il faut aussi faire attention à la catégorie et prendre des catégories qui correspondent, qui sont les... C'est quoi? C'est les A et les B qu'il faut faire, Joël, c'est bien ça? Voilà. Donc il ne faut pas se tromper. Et aussi parce que derrière, c'est une performance énergétique et il faut aussi anticiper les évolutions de besoins qui pourront arriver. Et ça, c'est ce que disait tout à l'heure Édouard. Donc, ce qui est aussi important, c'est que la performance énergétique, c'est la mobilisation de tous, c'est un enjeu transverse. Donc il faudra progressivement arriver à outiller les différentes parties prenantes, et notamment les exploitants et les occupants, avec des interfaces qui leur permettent de faire leur métier ou de participer à cette performance collective. Et le système d'information énergétique, il doit permettre ça. Donc ça amène sur le troisième point, qui est la performance énergétique, qu'il faut exploiter en performance les bâtiments. On voit que la compétence numérique, elle est essentielle là-dedans. Si on ne peut pas l'acquérir seul, il faut poser la question de mutualisation. On voit bien que les Yvelines l'a fait avec un département adjacent pour arriver à maîtriser ça. Que le système d'information énergétique, c'est un système d'information comme les autres. Il faut arriver à le déployer progressivement. Il ne faut pas faire une première marche trop large. Il faut maîtriser les quantités de systèmes qu'on déploie et les données qu'on récupère, et que progressivement, au fur et à mesure de la montée en compétences, on peut arriver à des quantités de données conséquentes qu'on commence à analyser parce qu'on y voit un intérêt, et que si à un moment on bascule dans le big data, dans ces cas-là, les solutions ça peuvent commencer à prendre du sens, parce que en fait, c'est des nouvelles façons d'analyser les choses. Et là aussi, en fait, donc les solutions à ce service, ça peut être une façon de mutualiser l'expertise si on n'a pas assez de sites pour arriver à acquérir une telle expertise. Donc et dernier point, on parle du système d'information énergétique, on parle de numérique, mais ça n'exclut pas aussi, enfin, il faut tenir compte du fait qu'il y a des gens notamment des agents de terrain, qui n'ont pas la culture numérique et qui peuvent être butés par ces systèmes. C'est pas forcément grave, l'articulation peut très bien se faire. On le voyait notamment dans l'interview qu'on avait fait avec Eolia, que vous pourrez lire, qu'il peut y avoir des articulations entre des énergie managers qui, eux, ont des outils qui peuvent être assez pointus et qui peuvent être formés et qui peuvent être acculturés sur ces compétences numériques, mais aussi des agents de terrain qui n'ont pas besoin de connaître tous les systèmes pointus, et qui, finalement, à qui on envoie des interfaces qui peuvent être adaptées à leurs besoins. Et par contre, ça construit à la fois des outils qui sont adaptés à différents types d'acteurs, et une articulation entre des gens qui ont la compétence numérique et d'autres qui ne l'ont pas sur le terrain, et aussi des compétences d'exploitants associées à des compétences d'exploitants externalisés ou professionnels, enfin professionnels de sociétés de services, et des exploitants des collectivités qui, eux, sont sur le terrain et font les actions qui sont nécessaires au quotidien pour faire vivre les systèmes. Par contre, cette articulation, elle n'est pas pour dégrader finalement la posture ou le rôle des agents techniques. Au contraire, elles peuvent être très valorisées, mais il faut expliquer finalement comment le métier évolue, et que chacun préserve ses prérogatives, mais que les informations qu'il diffuse ont le rôle finalement de faciliter le rôle de chacun. Et on arrive sur la question du chef d'orchestre, qui est le dernier point clé. Et là, donc chef d'orchestre qui doit agir en transversalité pour ramener les différentes parties prenantes à travailler ensemble pour faire cette performance globale. Et là, je ne vais pas en dire forcément plus. Je vais donner la parole à Amaury Fievez, qui est chargé donc de mission du programme ACTE à la FNCSR, pour nous expliquer c'est quoi l'économie de flux, c'est quoi ACTE, et comment les collectivités peuvent faire appel à la FNCSR pour en déployer dans leurs équipes, quoi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, on t'entend un petit peu loin. Un petit peu loin, je vais rapprocher l'écran et je vais parler un peu plus fort. Voilà, impeccable. Donc, Amaury Fievez, je suis ingénieur chargé de mission au sein du programme ACTE de la FNCSR.
Donc, on a eu plusieurs fois l'occasion d'aborder divers points sur le programme acté, sur les économes de flux au niveau de ce webinaire, et c'est l'occasion ici pour moi en quelques minutes de donner un peu plus d'informations là-dessus. Comme cela a été dit avant par notamment Morbihan Énergie, qui a été lauréat de l'appel à projet Sequoia au sein du programme acté. En fait, le programme acté vient répondre à un besoin de massification, un besoin très important de massification de la rénovation énergétique au sein des collectivités, pour répondre en particulier aux obligations du décret tertiaire et des autres obligations réglementaires qui gravitent autour. On dispose, principalement, bon, on a une mission en fait de financement, à l'aide d'appels à projets, de sous-programmes et d'accompagnement spécifiques, mais également d'accompagnement type formation, information, et d'animation, sur la, rénovation énergétique à l'échelle nationale. Pour revenir un peu sur le rôle de l'économe de flux, puisque ce sont des postes qu'on met en place et qu'on finance, en partie au sein des collectivités, ils ont un rôle en fait central dans tout ce qui concerne les projets de rénovation, puisque c'est la personne qui va suivre, et piloter le projet de rénovation, comme vous le voyez sur votre écran, du début jusqu'à la fin. Donc, vraiment du repérage, détection, donc on est sur la phase, on va dire embryonnaire du projet, jusqu'à la fin, si on peut parler de fin du projet, avec tout le suivi énergétique, qui se doit d'être intelligent, qui va être réalisé après les travaux, pour éviter justement cet effet de on a un bâtiment qui marche bien pendant 1 ou 2 ans, et puis après on a les problèmes qui s'enchaînent, et cetera. Donc pour vraiment rentabiliser les travaux qui ont été suivis, c'est important de le suivre énergétiquement, et c'est également, ça fait également partie des missions de l'économe de flux. Les économes de flux, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient plusieurs sur un territoire pour le projet de rénovation du parc de bâtiments, ce sont des personnes polyvalentes qui travaillent à la fois sur la technique, sur le juridique, sur le financier du projet pour la mener du début à la fin. Comme ça a été expliqué plusieurs fois dans ce webinaire, la rénovation énergétique, c'est un sujet complexe. C'est un sujet qui intègre des contraintes techniques, avec un focus ici sur le suivi énergétique des bâtiments, sur l'instrumentation des bâtiments avec le BAX, mais à la fois des contraintes techniques, économiques, juridiques, réglementaires, organisationnelles évidemment, ainsi que plein d'autres. Pour réussir un projet de rénovation, il est difficile de faire autrement qu'en passant par une démarche d'ingénierie, de vision d'ensemble à long terme. Et c'est dans ce contexte qu'il est nécessaire d'avoir des économes de flux, et en particulier qu'il est également nécessaire aux économes de flux de pouvoir comprendre des bâtiments. Et ça passe principalement par l'instrumentation de celui-ci. Le comprendre pour comprendre son comportement actuel, savoir comment il interagit, et également avoir des moyens d'action sur ce bâtiment. Il a également un rôle d'information et d'animation sur le territoire. On voit toute l'importance, du rôle d'animation des économes de flux, en particulier sur nos lauréats actés, où on voit justement les comités de pilotage, les comités techniques, également les réunions d'information à destination des élus, qui n'ont pas tous, et ça c'est un constat qu'on fait, et c'est en particulier pour ça que le programme acté a été créé, en partie, qui n'ont pas tous connaissance justement des obligations réglementaires, notamment sur le décret tertiaire, et il sera difficile d'atteindre les performances ambitieuses qui sont demandées par le décret tertiaire, si déjà on n'a pas l'ensemble des acteurs qui sont au courant, informés et qui savent comment partir sur un projet. Le programme acté, donc comme je l'avais dit, apporte un financement, de l'accompagnement, de la formation et de l'information, et on a également un rôle de pilotage national, sur tous les sujets de rénovation énergétique sur le parc de bâtiments tertiaires des collectivités. On travaille notamment avec des acteurs qui font sens dans ce domaine, des institutions, des groupements d'entreprises et de professionnels comme le JMILEC par exemple, avec qui nous travaillons et travaillerons encore sur divers sujets pour continuer notre accompagnement sur les collectivités et des thématiques précises, comme par exemple ici donc tout ce qui va toucher l'instrumentation des bâtiments, le BAX, les économies d'énergie, ce qu'on appelle les gains à action rapide, etc. Donc pour avoir plus d'informations, je vous invite à soit nous contacter. Vous avez notre adresse disponible sur le site internet. Vous pouvez également vous promener sur le site internet. Il y a tout un tas d'informations pour comprendre plus de choses sur le programme acté. Ne pas hésiter à nous poser des questions, et surtout ne pas hésiter à candidater à nos appels à projets qui viennent voilà, apporter justement tous ces besoins en termes de financement en ressources humaines, en études techniques, en outils de mesure et de suivi de consommation, qui soient matériels comme des compteurs, ou immatériels comme des logiciels. Et enfin, un quatrième axe pour justement encourager le passage à l'acte, qui doit son nom au jeu de mots du programme, avec un financement sur une petite partie de maîtrise d'œuvre.
J'écoute vos questions, si vous en avez. Alors, merci beaucoup à Maurice sur cette présentation assez synthétique. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Juste avant de conclure, donc Joël, je pense que c'est aussi le moment de présenter le sondage. On va voir si des questions sont posées par rapport à Acté tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait? Alors, normalement, vous avez eu le lien sur le chat. Donc, ça a été en un bloc. Vous avez trois sondages différents en un. Celui qui devait intervenir au début, mais qui est intéressant parce qu'en fait, c'est celui où en fait, les problèmes qui remontent, c'est aussi une manière d'identifier les solutions apportées. Et puis, il y a un deuxième sondage qui est celui de savoir c'est quoi la prochaine étape. Enfin, j'introduis la conclusion, mais là, on a passé 1 heure et demie à dresser un constat, en fait, où des enjeux de massification de la rénovation énergétique en général et des BACS en particulier, qui est une des solutions à disposition des collectivités. Mais une fois qu'on a tiré un constat, comme l'a cité Amaury, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir où est-ce qu'on va et c'est quoi la prochaine étape. Donc, vous devez sélectionner un choix. Et Ils sont où les sondages? Ils sont tout en haut du chat, c'est ça? Non. Normalement, ma collègue Claire a fait circuler un nouveau lien, donc avec un sondage qui marche. J'essaie de le trouver en fait. Qui apparaît dans le chat. C'est si tu vas. D'accord, ok, je l'ai. Dernier message. Alors moi, c'est pas mon dernier. Et le dernier point, c'est. Ok, c'est bon, d'accord. Quelque chose d'assez générique. C'est pour les participants qui ont le courage de suivre jusqu'au bout ce webinaire. Est-ce que vous êtes des grands passionnés de ces sujets-là et donc vous voulez être impliqués dans la suite, puisqu'il y aura forcément une suite? Est-ce que c'est simplement d'être tenu au courant de ce qui va se passer ensuite, ou vous tirez de ce webinaire que tout va bien, merci, et dans ce cas-là, vous pouvez vaquer éventuellement à vos occupations, et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Bon, je vous laisse tous voter. Je ne vois pas de questions sur Acté tout de suite. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers la FNCCR. J'avais mis le lien sur le programme Acté, C2E Acté. Et on peut aussi revenir vers le GMELEC sur le sujet de façon détournée. On vous renverra vers la FNCCR. Non, ce que je voulais dire, c'était que en faisant ce travail, donc on a voulu établir aussi le dialogue entre les collectivités qui porteront la responsabilité de réussir le décret tertiaire dans les actions au quotidien, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez ambitieux sur les objectifs à atteindre. Et ça va. On a vu le rapport du GIEC qui a été publié hier. Ça ne va pas aller en réduction, les objectifs, ça va n'aller qu'en accélération. Donc le GIMELEC, en association avec la FNCCR, finalement, ils se mettent leurs ressources et leurs compétences et leur réseau au service finalement de cette finalité. Et c'est vraiment un partenariat qui s'engage pour réussir ce décret tertiaire. Mais pour le réussir, il faut engager le dialogue, il faut qu'il continue pour justement bien prioriser les actions, construire, identifier quels sont les besoins que les collectivités ont pour réussir le décret tertiaire et construire les outils qui sont nécessaires, parce que c'est un impératif. Le décret tertiaire, c'est pas juste ponctuellement, c'est quelque chose qui est là pour durer, et il faut absolument arriver à tenir ces objectifs. Et donc on a besoin effectivement de vos réponses au sondage. Et juste quand on dit travailler ensemble, c'est pas quelque chose qui est forcément extrêmement chronophage, mais c'est bien arriver à engager ce dialogue pour s'assurer que les bonnes questions soient posées et les bonnes priorités soient posées, et que l'enrichissement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on constitue une communauté apprenante autour de ces sujets où chacun pose ses enjeux, ses lacunes, et que collectivement on arrive à répondre à tout ça, parce que les moyens peuvent être amenés pour apporter des solutions efficaces. Alors, Joël, le sondage. Alors, le résultat du sondage, c'est un deuxième effet Bonaldi. Le résultat du sondage sera
envoyé dans la plus tard. foulée D'accord. du lien que vous recevrez juste après le webinaire. En tout cas, prenez le temps de voter, ça vaut la peine, c'est vraiment important pour continuer à avancer. C'est important de garder à l'esprit que les collectivités n'est pas la collectivité n'est pas un interlocuteur naturel des adhérents du GIMELEC. Nous, on représente en tout cas pour les adhérents, hein, nous on représente des fabricants de solutions. Les interlocuteurs des collectivités, c'est les intégrateurs, les installateurs. Et donc, tout retour, même sur le sondage négatif, c'est important pour nous parce que c'est pas tout le temps qu'on peut avoir ce genre de retour. Donc, il faut pas hésiter à nous taper dessus, entre guillemets. C'est important parce qu'après, on en tire aussi des pistes positives pour l'avenir. Sauf si, Julien, tu as des choses à... Moi, je voulais juste remercier à nouveau tous les intervenants moi aussi. qui ont pris le temps de participer, de répondre aux questions plusieurs fois, de témoigner à nouveau aujourd'hui, et puis tous ceux qui sont... comment dire, que j'ai interviewé, parce qu'on n'a pas pu tous les faire venir. Il y avait Madame Nathalie Bousquet, Monsieur Jean Chaumont du Val-de-Marne, Jérôme Baumard et Dominique Guérizec de Nantes Métropole, David Corgier de Manaslu, en BE, Laurent Gimaud d'Eolia, Cédric Borel de l'IFP et Monsieur Guillaume Perrin de la FNCCR. Donc en tout cas, avoir pris ce temps, c'était essentiel. On s'aperçoit qu'en écoutant le terrain, on apprend des choses. Et j'espère que la suite nous montrera qu'on a bien trouvé des bonnes pistes et qu'on apportera les bonnes solutions. Voilà. Eh ben, moi, je voulais te remercier, Julien, pour ton travail, que personnellement, j'ai trouvé extrêmement intéressant, enrichissant, et qui constitue vraiment une super base pour la suite. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Eh ben, bravo encore à tous les courageux qui ont eu la patience de suivre jusqu'au bout. Une excellente journée et à très bientôt, j'espère. À bientôt, au revoir. Bon, on a un peu glissé, mais c'était raisonnable. Ça reste contenu. Bon, écoute, on n'a pas échappé à des petites problématiques, mais globalement, on n'a perdu personne. Alors Claire, quand tu te branches, il y a un écho qui démarre. Je sais pas d'où il vient, mais pour la prochaine fois, faut voir pour le comprendre. Non, mais je pense qu'il doit y avoir l'ordinateur de Delphine qui doit être branché à côté. Du coup, c'est l'un qui alimente l'autre. D'accord. Bon, écoute, non, mais Oui, effectivement, vous êtes à côté. Ok. bon, mis à part les petits soucis de sondage, franchement, on n'a pas trop de. Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Franchement, mais Alors, Claire, c'est tu veux dire quelque je chose, le pensais quand je disais que c'était intéressant. Bon, après, Et ben, du coup, on va on va envoyer tout couper. ça Très bien. et gérer Merci. tout ça. On se reparle plus tard hein, pour Voilà, Julien, si tu passes sur Paris, on se boit une bière. Alors, figure-toi que Ah, j'ai un conseil d'administration du Clair mardi prochain. Et pour l'info, je vais devenir coprésident. oh là, Et merde. ouais, comme tu dis, j'empile. Et donc, si tu veux qu'on se retrouve vers la gare de Lyon avant mon train, ce sera avec plaisir. Ouais, ouais, je te rappelle. Allez, ça roule. Ça doit rester entre nous. À bientôt, au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.